Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Courrier International. Je me présente, je m'appelle Laura Guesviller, je suis à la vidéo à Courrier et avec moi se trouve Sophie. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo Manon de Hurtel, Courrier International, réalisatrice de Welcome to Trumpland, une série de reportages qu'on a diffusés sur le site de Courrier International, lors duquel les journalistes sont partis à la rencontre des électeurs de Trump. Donc Sophie et Manon, merci d'être avec nous depuis Miami. Bonjour. Si, bonjour. Voilà, on vous entend bien. Et on a voulu vous proposer une interview pour parler, en fait, essayer de s'interroger qui sont les électeurs de Trump et qu'attendent-ils de leur président. Donc je voulais qu'on commence par un petit extrait de votre reportage. Alors, on y va. Avec Manon qui est là. Salut. Coucou Manon qui va filmer tout ça. Et ben on va partir à la rencontre des électeurs de Trump. What is it for, this gun? To protect myself. Why don't you have one? The biggest threat facing the world is radical Islam. Those who want to kill us, we want to kill them first. We've been ran by politicians too long. We need a businessman. I'm fighting for our country, but through music. He's not afraid to risk his life to save us all. Donc là, on a vu le trailer et dans lequel on voit un petit peu les personnages que vous allez rencontrer. Combien de temps a duré ce reportage et qu'est-ce qui vous a motivé pour le commencer ? La durée du tournage... 20 jours, je crois. Je dirais 20 jours, mais on n'est même pas sûr parce qu'on est un peu parti à l'aventure en fait, sans savoir réellement combien de temps ça allait nous prendre. Si on était parti sur 15 jours et puis finalement ça a été un peu plus long que prévu parce qu'il faut aussi passer du temps auprès des gens pour qu'ils nous fassent confiance et qu'on puisse établir des vrais liens avec eux pour qu'ils puissent nous parler. Donc je crois que sur la totalité c'était un peu plus de 20 jours, on est rentré à Miami au bout de ces 20 jours. Et le point de départ, en fait c'est ce discours de Hillary Clinton au moment en plein milieu de la campagne où elle a déclaré que les électeurs de Trump étaient un panier de gens déplorables, racistes, xénophobes, voilà, ce genre de choses. Donc là, on s'est dit, qui sont ces gens finalement à qui on n'a pas donné la parole, qui sont vraiment ces électeurs de Trump Est-ce qu'ils sont vraiment comme tous les stéréotypes qu'on peut avoir On va prendre le temps d'aller à la rencontre de toutes ces personnes à travers les États-Unis, pas seulement en restant dans les villes, mais aussi en allant à la campagne, au fin fond du Tennessee, pour rencontrer sans aucun a priori qui sont ces électeurs de Trump. Et en fait, c'est même le rédacteur en chef de Spicy, quand il y a eu cette déclaration d'Hillary, qui nous a appelés en disant voilà, Hillary a dit ça, mais est-ce que toi et Manon, vous trouvez que c'est vrai ? Vous en avez rencontré beaucoup pendant la campagne. Est-ce qu'ils sont vraiment comme ça, les électeurs de Trump ? Et on lui a dit bah non, enfin, voilà, ils ont fait un choix politique, ils soutiennent un candidat. Après, on les trouve pas si caricaturaux en fait. Et donc il a dit bah allons-y, foncez, et on va vraiment aller rencontrer ces gens-là pour le site Spicy. Est-ce que quand vous avez défini, j'imagine quand même que vous aviez une idée des personnes que vous allez rencontrer, peut-être même si vous essayez d'y aller sans a priori, une certaine image. Est-ce que ça a évolué au cours de ces 3 semaines ? C'est vrai que même si on se veut toujours totalement objectif, on a quand même une petite idée en tête d'un point de vue, on va dire, plus personnel sur ces électeurs de Trump, où on se disait, voilà, on savait qu'on voulait rencontrer différentes catégories socio-professionnelles à travers les États-Unis. On voulait des ouvriers, on voulait des gens riches, on voulait la campagne, on voulait la ville, enfin voilà, avoir un panel assez large. Mais tout en se disant quand même, ces gens-là, à un moment donné, on va avoir des problèmes parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout. Il y a aussi beaucoup de questions de racisme. Puis on rentre dans la campagne, par exemple, le monde du Ku Klux Klan a été assez difficile à aborder. Malgré tout, on a été finalement quand même, dès le début du voyage, assez agréablement surprise. Je ne sais pas toi, mais
par l'accueil finalement, parce que ces gens étaient assez contents de pouvoir s'exprimer et plutôt ouverts d'esprit en disant voilà, on sait que vous êtes française, on sait que vous n'avez pas forcément en France une bonne image de Trump et que peut-être vous l'aimez pas, mais en tout cas, voilà, nous on va vous expliquer simplement pourquoi on a fait ce choix de voter pour lui, et ça a été fait voilà, en totale sympathie et sans agression aucune, et c'était plutôt au contraire ravis de pouvoir enfin s'exprimer librement. Et au niveau des profils, bien sûr, on avait le cliché du blanc américain vétéran de Floride qui forcément soutiendrait Trump, et on s'est rendu compte qu'il y avait des profils bien plus différents comme la diaspora libanaise, les immigrés, aussi des femmes qui le soutiennent tout en étant féministes. Donc on s'est rendu compte que ça ne s'arrêtait pas au simple cliché qu'on pouvait avoir en tête au début du reportage. Oui, son électorat est beaucoup plus complexe, et c'est surtout ça qu'on a découvert, beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait au départ. C'est pas une catégorie de ce qu'on appelle les rednecks, les gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation et qui votent républicains comme ça. En fait, non, ils touchent vraiment. On s'est rendu compte à ce moment-là qu'ils touchaient vraiment toutes les classes et plein de gens totalement différents auxquels on n'aurait même pas imaginé qu'ils puissent voter pour Trump. Donc ça devenait un vrai phénomène en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes que vous avez rencontrées que vous n'avez pas mis dans les reportages ? Bonne question. Je ne crois pas. Non, je crois qu'on a mis tout le monde. Parce que c'était vraiment au hasard des rencontres. Ils avaient tous quelque chose d'intéressant à dire, ça apportait un plus à chaque fois. J'ai réfléchi à chaque étape, mais non, je pense que tout a été exploité entre guillemets et montré, dans le sens où voilà, même une station-service, on s'arrête, on prend de l'essence et on croise deux personnes sorties de nulle part dans leur salopette bleue de travail, d'un autre temps, ouais. Film de Tarantino, on les a vus arriver. Voilà, je pose juste une question en disant est-ce que vous votez pour Trump ? Et spontanément, voilà, la conversation s'engage. Voilà, on les a mis dans le reportage, et ça a été ça tout du long. Donc je pense qu'on a enlevé personne. En tout cas, on n'a pas fait de choix en se disant lui est passé bien ou lui serait mieux. C'est vraiment ce que vous avez vu dans ces épisodes, c'est ce qui s'est passé. Pas de censure. Voilà. Comment vous avez défini... Alors, en fait, je me demandais comment vous aviez défini les villes que vous avez visitées. Donc, vous avez pris le parti de passer du nord, partant de Détroit pour arriver à Miami. Pourquoi ce choix-là ? Est-ce que c'est... Bon, j'imagine parce que vous vouliez passer par les villes, certaines des villes qui étaient censées voter massivement pour Donald Trump. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui vous motivaient ? Je pense notamment à Dearborn, qui est dans le 2e épisode et qui est une ville où il y a beaucoup de musulmans. Je savais que le point de chute allait être Miami pour une raison au départ purement, j'allais dire basique, qui est que c'est là où est notre bureau. Voilà. Nous, on est installés à Miami, donc on voulait terminer ici. Et donc on s'est dit de quel parcours on va réaliser pour terminer là, pour avoir le plus vaste, on va dire, choix ou profil, un choix large de profils américains. Assez varié en fait. Et Détroit est arrivé presque tout de suite parce que c'est vraiment la ville qui a été énormément touchée par la crise, avec encore un déficit budgétaire énorme. C'est aussi la ville où il y a énormément de ce qu'on appelle les blue collars, les ouvriers. Voilà, c'est ces gens qui bossent à l'usine, qui gagnent pas beaucoup d'argent. Et c'était cette classe-là qui était donc supposée changer de camp, de passer du camp démocrate au camp républicain. Donc ça s'est imposé assez naturellement. Et après, on a découvert Dearborn, juste à côté, qui est vraiment une ville à part aux États-Unis parce qu'il y a énormément de musulmans en fait qui vivent là-bas. Beaucoup de Yéménites, Libanais, enfin ils viennent voilà, de différents pays, Arabie Saoudite. Et c'est vraiment une ville très spécifique aux États-Unis parce que voilà, il y a même des femmes voilées dans la rue. Tous les magasins, en niqab, en burqa. En niqab aussi, burqa. Tous les magasins sont écrits en arabe. Et vu les déclarations de Trump concernant les musulmans et le fait qu'ils veuillent les bannir, voilà, le choix s'est aussi imposé naturellement. Et puis après, pour le reste... Après, on se disait que c'était incontournable de passer par le Tennessee pour aller rencontrer les vrais cow-boys. On avait entendu parler de Kenny Lee, le chanteur, donc on a rencontré. Et puis ensuite, la route s'est tracée assez facilement par le Mississippi, puisque c'est un État. On voulait à la fois en fait des fiefs de Donald Trump et puis aussi des États qui à la base ne lui étaient pas acquis. Par exemple, voilà, Détroit c'était censé être démocrate, le Mississippi c'était plutôt Ted Cruz.
Donc on voulait avoir le plus large panel possible pour représenter la société américaine. Et la Floride aussi était censée être démocrate également, et voilà, elle a voté pour Trump. Dans l'organisation des reportages, on voit aussi un peu l'envers du décor, comment vous avez construit votre histoire et aussi vos réactions à chaud parfois. Voilà. Et je pense notamment quand vous avez rencontré le membre du Ku Klux Klan, on sent que voilà, vous n'êtes pas très à l'aise. Voilà, est-ce que vous avez été très surprise en fait de cette rencontre? Vous vous attendiez pas à ce qu'il soit aussi extrême? Moi, j'appréhendais beaucoup cette rencontre avant même d'y aller. Je disais à Manon, j'ai un peu une boule dans le ventre. En fait, je sais pas si j'avais vraiment envie de le rencontrer, ce monsieur. Parce que j'avais regardé sa page Facebook et j'avais été choquée, heurtée par des photos qu'il avait publiées. J'avais lu quelques propos. Ouais. On se disait, est-ce qu'on a vraiment envie de donner la parole à ce genre de personnes? Et puis après, on s'est dit que ça fait partie de l'électorat, donc il faut le faire. Et puis après, on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas respecter ces lignes de conduite qu'on a depuis le départ? Pourquoi ne pas le faire aussi avec lui? Donc allons-y. Donc on y allait vraiment un peu à reculons, c'est vrai. Et je ne savais pas dans quelle mesure, surtout, il fallait que je lui laisse la parole ou que j'intervienne pour... voilà, parce qu'il a quand même dit énormément de choses assez choquantes. Alors après, ce qu'on voit dans le reportage dure, je ne sais pas, peut-être 3-4 minutes avec lui. On a passé plutôt 4-5 heures. 4-5 heures, oui, à l'entendre déblatérer Et il y a des choses qui sont idioties. Donc honnêtement, voilà, il y a des choses, pour le coup, là, on s'est interdit de les mettre dans le reportage parce que ce qui est une certaine limite aussi à respecter. Et puis après, finalement, naturellement aussi, pendant cet échange avec lui, voilà, je ne savais pas trop s'il fallait que je rentre dedans, que je rentre pas dedans, que je le laisse parler. Donc on a plus choisi finalement naturellement la dérision. Voilà. C'est ce qui s'est imposé en prenant pas trop au sérieux sur pas mal de choses qu'il pouvait dire. Puisque le défi, c'était qu'il n'y a pas de commentaires pour contrebalancer ses propos. Donc c'était voilà, la parole ouverte au racisme. Et donc Sophie a finalement instinctivement joué la dérision de certaines situations, comme au moment où tu l'habilles pour détendre l'atmosphère et montrer qu'on n'était pas non plus, on ne devenait pas pro-KKK en lui donnant la parole. Mais après, c'était quand même, je pense, nécessaire de lui donner cette parole parce que oui, ça fait partie de l'électorat de Trump aussi. Le KKK a soutenu ce candidat, l'a déclaré ouvertement, a envoyé des fonds. Les membres du KKK se reconnaissent en Donald Trump, croient en certaines promesses d'immigration. Donc voilà, c'était aussi finalement important de montrer que voilà, une partie de ces gens-là ont voté pour ce candidat et croient en lui. Alors après, quand on creuse un peu, et qu'on leur demande pourquoi, qu'est-ce que vous attendez de ce mur au Mexique, comment ça va être financé, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de vide finalement derrière, que c'est assez creux tout ça. C'est juste qu'ils ont une image de Donald Trump comme étant quelqu'un de le défenseur des frontières, oui, pro-américain, patriote qui va nettoyer le pays de toute cette immigration clandestine. Sur comment, pourquoi, et ce que ça va donner réellement, ils sont un peu moins bavards, on va dire. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'était finalement bien de montrer aussi que ces gens-là, une partie de cet électorat, c'est aussi des membres du KKK. Quand vous les avez rencontrés et puis discuté avec eux, qu'est-ce qui revient régulièrement sur leurs attentes vis-à-vis de ce président-là? Qu'est-ce qui on entend souvent ce qu'on a vu un peu partout. C'est un businessman. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans leurs attentes? Ce qui est revenu beaucoup et ce qui était assez surprenant, c'est quand on leur demandait pourquoi vous voulez voter pour Trump, la plupart nous répondaient parce qu'on ne veut pas voter pour Hillary. C'est ça. Ça, c'était vraiment sa plus grande qualité, c'était de ne pas être Hillary Clinton. C'était plutôt par anti-système en fait qu'il votait pour Donald Trump en disant lui il va changer les choses, il ne fait pas partie des politiciens, c'est un businessman qui va vraiment bouleverser le système et changer tout ce que les démocrates ont mis en place pendant 8 ans. On sentait que les gens étaient fatigués du système actuel. Avec toujours les mêmes familles au pouvoir et finalement c'était plus un choix contre un vote contre qu'un vote pour quelqu'un. Ça c'est revenu énormément je préfère encore voter pour lui que pour Hillary Clinton.
Donc on s'est dit peut-être si ça avait été finalement une autre ou un autre candidat en face, est-ce que ça aurait été différent? Il y en a même qui nous ont dit on a hésité avec Bernie Sanders. Alors que entre Bernie Sanders et Donald Trump, il y a quand même un fossé. Le point commun, c'est qu'ils sont tous les deux anti-système. Voilà. Et ben les gens hésitaient en se disant, je sais pas, Bernie Sanders, on aurait bien aimé. En tout cas, on avait voté pour lui dans les élections démocrates, parce qu'il y a aussi ça, il y en a beaucoup de républicains qui se sont mêlés des élections démocrates, comme en France aussi, je pense. Et voilà, beaucoup voulaient voter pour Sanders, et puis finalement, comme c'est Hillary qui s'est imposée, moi je choisi Trump. Donc ça, c'était vraiment la chose la plus surprenante. Le deuxième point essentiel sur lequel les gens revenaient, c'est le travail, avoir du travail. Et avoir du travail, pour beaucoup, ça va avec ralentir l'immigration et arrêter cette immigration clandestine mexicaine qui, pour eux, leur prend leur job, en fait. Et récupérer les entreprises qui ont délocalisé à l'étranger, stopper les délocalisations, remettre en place la préférence nationale, rapatrier toutes les entreprises, forcer à produire USA pour que eux aient du travail et soient mieux payés que maintenant. Oui, donc c'était vraiment les deux points essentiels. C'est un vote anti-système. On ne veut plus quelqu'un qui a fait 40 ans en politique. Voilà, c'est un businessman, c'est une nouvelle figure. Et deuxièmement, on veut du boulot et on veut que ça reste aux États-Unis. Est-ce que les électeurs de Trump sont vraiment caricaturés dans les médias? Je pense ceux que vous suivez, donc j'imagine depuis Miami. Est-ce qu'on les diabolise? Est-ce que voilà, comment ça se depuis l'élection, est-ce qu'il y a eu un changement? Voilà. J'ai pas vraiment suivi comment en France les électeurs de Trump ont été présentés, mais ce qui est sûr, c'est que ici, depuis l'élection de Donald Trump, ils ne sont plus perçus de la même manière, ou en tout cas, moi je trouve que c'est plus maintenant ouvertement affiché. C'est plus assumé, oui. Voilà. Ça a été longtemps le vote un peu tabou, où les gens disaient non, je sais pas pour qui voter, alors qu'ils savaient très bien qu'ils allaient voter pour Trump, mais ça se disait pas. Oui, ça se cachait vraiment, c'était un vote un peu honteux. Et depuis qu'il est élu, alors là, voilà, il n'y a plus cette gêne. C'est oui, j'ai voté pour Trump et j'en suis fière. C'est mon président qui a été choisi, c'est mon candidat. Il y a des stickers maintenant de plus en plus sur les voitures avec Go Trump marqué partout. Voilà, c'est quelque chose qui était beaucoup moins exprimé à l'époque. Et aujourd'hui, il y a cette liberté d'expression qui revient de voilà, il est élu, donc en gros, on a gagné, donc on veut montrer à quel point on est fiers.